Maintenant, on peut vraiment offrir le plus beau terrain de jeu là, au Québec, puis du monde. Oui, absolument. Pour commencer, moi, je vais te proposer de te présenter. Mon nom, c'est France Lemire. En grande partie, je suis consultante en développement du produit plein air, entre autres pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue, puis également pour la Société de développement du Témiscamingue. Je participe également à la conceptualisation avec une super équipe de la base de données ouverte et liée d'avantages numériques, donc axée sur les compétences technologiques. J'ai travaillé dans le passé sur l'audio-circuit, entre autres, de Rouyn-Noranda, donc une cinquantaine de capsules audio là, sur l'histoire de Rouyn-Noranda. Ben, c'est ça d'ailleurs, je sais que tu as travaillé sur pas mal de bases de données justement. Qu'est-ce qui t'attire et te fait continuer à t'intéresser à ça, aux bases de données et à essayer de tout le temps référencer plein de choses? Je trouve ça fascinant, moi, l'univers des bases de données, là. J'ai toujours créé des bases de données sur tous les projets auxquels j'ai participé. C'est intéressant parce que, dans le fond, j'apprends le processus d'affaires d'une organisation pour ensuite là, développer un système de gestion de données. C'est créatif pour les amener à gagner beaucoup en efficacité et en productivité. Des données, quand on questionne les données, ça nous permet là, de sauver beaucoup de temps quand ils sont organisés dans un système. Puis moi, ça me fait bien plaisir de participer à ça. J'ai l'impression de donner un bon coup de pouce aux organisations de mon milieu. Nous, il y en a une qui nous intéresse en particulier, c'est la base de données Accès plein air. Est-ce que tu pourrais nous décrire le projet puis nous expliquer un peu ce que c'est? Accès plein air, c'est un outil en ligne, c'est un répertoire de l'offre autoguidée en plein air, donc d'activités non motorisées. On se rend sur le site Accès plein air, on a accès à peut-être une douzaine d'activités. Et lorsqu'on sélectionne une activité, là, on tombe dans la carte qui nous positionne une multitude de lieux de pratique partout en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, je peux sélectionner le parcours là, selon ma capacité ou le territoire que je veux visiter. Et là, je tombe dans une fiche. Puis dans la fiche, nous autres, notre grand défi, c'est on ne voulait pas juste faire un inventaire des lieux de pratique, on voulait vraiment créer un outil pour que les gens puissent partir en toute sécurité puis en toute connaissance sur les différents parcours en Abitibi-Témiscamingue. Quand on arrive sur une fiche, là, on retrouve un fichier de carte à imprimer en PDF, le tracé à télécharger dans son GPS. On a également les plans de mesures d'urgence qui sont développés pour chaque activité, les plans de gestion de risque par rapport à l'activité pratiquée, la météo du lieu visité pour impression avant de partir. En temps réel? En temps réel. Donc, on a tout ce qu'il faut pour partir clé en main sur le territoire. Ça fait que ça démocratise le plein air. C'est pas tout le monde qui veut partir en ne sachant pas ce qui nous attend. T'sais, sur une rivière, j'ai passé déjà une dizaine d'années là, sur le terrain à aller collecter des données sur les différents tracés, puis à vivre l'expérience plein air pour pouvoir la communiquer. Tu sais, j'y allais à tâtons, puis c'est pas n'importe qui va faire ça. Des sentiers pédestres, tu sais, c'est des sentiers qui sont déjà organisés. Mais au niveau des voies navigables, des circuits, des parcours navigables, ça, il a fallu toutes les créer. Je me demandais, parce que, on a l'image en tête de la carte de randonnée qu'on a version papier, qu'on essaye de suivre notre chemin, puis des fois on se perd dans la forêt. Du coup, c'est quoi l'avantage d'avoir tout ça, mais version numérique? On a une grande région qui possède plusieurs plans d'eau, plusieurs lacs et rivières qui sont interconnectés, puis des fois des grands lacs avec des grandes baies. Donc, c'est facile de se perdre sur le territoire. Le fait d'avoir des outils numériques comme ça rend la région beaucoup plus sécuritaire. Sur la carte interactive, on voit tous les tronçons, on voit le dénivelé des tronçons. Cette carte-là nous permet également de visualiser tous les points de service, puis les points d'intérêt. Puis en plus des données pratiques du site, est-ce que l'utilisateur il peut apprendre des choses sur la faune, sur la flore,
sur l'histoire des lieux, sur les cultures? Oui, on a des sections avec les informations sur le milieu naturel, sur la faune, la flore, tout ça, puis sur l'histoire du lieu. Et est-ce que l'utilisateur, lui, il peut enrichir cette expérience-là en apportant, je sais pas, son ressenti sur un parcours ou est-ce qu'il peut publier des photos ou des choses comme ça? Sur chaque fiche, il y a un forum de discussion. Si je suis sur un parcours, puis là, il y a un tronc d'arbre, tu sais, des fois, il y a des nouveaux éléments, il y a un tronc d'arbre qui tombe, puis là, il y a quelqu'un qui y va, bien, c'est important que la personne se rende après sur la fiche pour indiquer, faites attention dans tel secteur, il y a un arbre qui a tombé, soyez prudents. Il y a également des gens qui nous interpellent en nous donnant des suggestions de tracés, puis après, nous autres, bien, on se fait un devoir là, de se rendre sur les lieux pour aller chercher toute l'information complète. Bon, quand on parle de nature, souvent il y a l'écologie qui rentre en jeu. Du coup, comment est-ce qu'on arrive à informer et à éveiller l'intérêt des gens sur les bonnes pratiques à adopter quand on part dans la nature, mais de façon quand même à faire qu'ils profitent aussi du territoire? Bien, nous autres, tu sais, au niveau plein air, là, il y a les principes sans trace. La façon de faire un feu, tu sais, pour laisser le moins d'empreintes sur le territoire. Ça, nous autres, on s'attache à ça parce que le respect de l'environnement, ça fait partie de l'expérience plein air. Si je suis sur un territoire qui avait une rivière, puis là, qu'il y a un circuit canotable qui passe là, la rivière a une nouvelle vocation. Ouais. En élaborant le plus de parcours possible sur notre territoire, bien, en même temps, on aide à le protéger. Est-ce que tu as des projets à venir, que ce soit avec Accès plein air ou autre chose? Pour Accès plein air, bien, il reste encore des belles zones explorées pour attacher des longues expériences de plein air, des 30 jours. Là. Je pense que ça va attirer une clientèle qui est spécialisée. Et également, bien, au niveau des technologies, bien, on veut toujours que Accès plein air soit au goût du jour. On va continuer à brainstormer, à trouver des idées pour intégrer des éléments technologiques. Présentement, bien, avec Avantage numérique, bien, ça me passionne beaucoup également. C'est tellement un projet, la base de données ouverte et liée. Je pense que, tu sais, ce partage de données-là peut amener beaucoup à la découvrabilité du territoire. Puis, j'aime beaucoup aussi l'aspect d'ouverture. Ça nous incite à partager, à arrêter de se regarder nous, mais à s'ouvrir sur chacun. Puis, je pense... J'y crois que c'est la façon qu'on va gagner en efficacité puis on va évoluer beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Il y a quelques jours, on me demandait si je voulais faire une capsule informative sur l'impact de l'ère numérique face à l'environnement. Je connais absolument rien à ce sujet-là. Je vais le faire. Tout prêt, je m'installe. 2-3 recherches sérieuses plus tard, mon éco-anxiété a embarqué. J'ai tellement réagi fort que j'ai échappé mon cellulaire. Puis la vitre, ben, a brisé. Tu te calmes, t'as une vidéo à faire. Alors je suis allé prendre un petit bain, mettre ma robe de chambre, écouter du ASMR, et je suis allé prendre 2-3 puffs d'environnement. Maintenant que je suis calme, je peux vous en parler. Information de base que tout le monde devrait savoir. Donc, écoute. Les cellulaires, ordinateurs, consoles de jeu, dépensent de l'énergie. C'est fou pareil. Faut comme... Wow! Et qui dit dépense de l'énergie dit dépense d'électricité, augmentation de la chaleur, augmentation du CO2 dans l'air, les industries... empreinte écologique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que ton appareil dépense de l'énergie de plusieurs façons. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ta dépense quotidienne personnelle. Donc, tes activités quotidiennes sur le web. Are you ready? It's gonna hurt, baby. Explication excessivement simpliste et brève avec un langage très familier du fonctionnement d'un transfert de données. Tout d'abord, tout commence avec l'envoi d'une donnée. Cette donnée, par exemple, la vidéo, qui est représentée par des millions de codes, est transférée dans un serveur vers un centre de données. Ça, c'est l'endroit d'un film qu'on voit toujours un méchant ou un gentil mettre un virus là, pour voler des données. Ah, j'espionne à genoux! Ces données-là passent soit à travers un satellite qui fait le rebound de même, en haut, là,
ou soit par un système complexe de fibre optique, comme une grosse toile. Tout est stocké dans ce serveur. Et je dis bien tout. Ce qui nous amène à ce qui m'intéresse. Pour fonctionner, ce centre de données-là a besoin d'électricité, donc d'énergie. Tu commences à comprendre ce qui se passe là? On estime que 2% des centres de données aux États-Unis sont responsables de la consommation d'électricité et ça va grandement augmenter dans les années à venir. Si on ne trouve pas de nouveaux moyens pour améliorer cette situation-là, on prédit qu'en 2025, ce chiffre-là passera à 3,2% et en 2040 à 14%. Et en ce moment, les centres de données essaient de trouver de nouveaux moyens pour faire refroidir ces serveurs parce que justement, il y a un impact écologique assez important. Alors oui, ta vidéo de chat semi-drôle que tu regardes trop avec tes amis fait augmenter ton empreinte écologique. Bon, les données, comment ça fonctionne ça? Les données, plus les données dont tu transfères sont élevées, plus la gestion de ce fichier-là dans le serveur va faire chauffer la machine. On estime environ que chaque courrier indésirable reçu équivaut à 0,3 g de CO2, qu'un courriel normal serait de 4 g de CO2 et qu'un courriel de photo équivaudrait environ à 50 g de CO2. Ok, pour comparer. Une voiture, ça fait environ 121,4 g de CO2 par kilomètre. Ce qui va valoir de l'empreinte écologique d'un road trip de Rouyn-Noranda à Montréal, tu devrais envoyer environ 19 000 emails. Pas de photos. Non, mais il y a plusieurs choses aussi que vous pouvez faire. Comme, pas obligé de m'envoyer 19 memes par Messenger que je lirai pas. Tu sais, je vais en regarder un, liker, marquer haha, mais au fond, je m'en fous. Le streaming! Le streaming, c'est environ 60% du trafic du web en ce moment. 60%. Comme celle-ci, là. Celle-là, vous regardez ça, vous dites, plus je prends du temps, plus vous faites, oh mon Dieu, il détruit plus la planète, plus il part. Oui. Non, mais inquiète pas la vidéo parce qu'en ce moment, tu penses que tu détruis la planète en me regardant, là. Non. Sache que notre utilisation quotidienne de la technologie, si on met tout le monde de la planète sur le même projet, équivaudrait à environ 3,7%. C'est comparable à l'industrie de l'aviation, finalement. Donc, les influenceurs en ce moment qui sont full voyage et full photo doivent capoter le vie. Là. Blague à part, faut jamais oublier que notre consommation a un impact direct sur l'industrie et sur son empreinte écologique. Non, ce n'est pas en envoyant moins de messages et en utilisant moins Internet que le message va passer, mais bien dans notre, ce que je pense, pouvoir d'achat. T'es pas obligé, à chaque année, d'acheter la nouvelle patente qui sort. Derrière ce 3,7%-là, se cache énormément d'autres choses. Par exemple, les mines de cobalt. Donc, il faut avoir une certaine prise de conscience face à notre consommation. Et c'est là que je crois qu'on a un devoir à faire. Sens-toi pas mal parce que tu envoies beaucoup de textes et que tu partages beaucoup d'images. Mais pose-toi des questions sur ce que tu achètes à chaque année. C'est là qu'est le pouvoir. C'est juste une vitre. C'est pas grave. Ce projet-là, c'est un peu né de Hope. Je suis Marie-Frédérique Couillon, je suis responsable des communications au Refuge Pajot. Est-ce que tu peux nous présenter justement le Refuge Pajot, nous donner un peu un petit historique, quelles sont les missions? Le Refuge Pajot, c'est un centre de réhabilitation de la faune, principalement, qui a une mission qui est en 2 volets. Donc, la première mission, c'est de recevoir ici les animaux sauvages qui sont malades, blessés ou orphelins. Puis on les reçoit toujours dans une optique de remise en liberté. Donc, quand c'est pas possible, ils sont gardés ici à plus long terme. C'est beaucoup avec eux qu'on va faire le 2e volet de notre mission, c'est l'éducation du public. À la base, c'est ça, c'est M. et Mme Pajot qui ont fondé ça quand ils ont vu qu'il y avait un besoin. Finalement, c'est un monsieur qui était à la base trappeur. Puis quand il en trouvait qui était blessé ou qui faisait des petites erreurs, des fois à créer des orphelins en trappant, il les apportait à la maison, les soignait avec sa femme, puis les remettait en liberté. Vous avez utilisé les technologies de géolocalisation dernièrement pour quand vous avez relâché un orignal dans la nature. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce projet? D'où ça vous est venu cette idée-là? Quels étaient les partenaires? Ce projet-là, c'est un peu né de Hope. Tout est parti de ce petit orignal-là. Parce que ça faisait un bout de temps quand même que Félix, qui est notre directeur, mijotait un projet comme ça.
parce que avec l'expérience, on s'est rendu compte que les orignaux orphelins, quand ils arrivent ici un peu plus tard, souvent on les reçoit en très très bas âge, autour d'une semaine, puis à ce moment-là, on n'a pas vraiment le choix de leur donner le biberon. Puis à partir du moment où ils acceptent le biberon, c'est très difficile de les remettre en liberté parce qu'ils deviennent très imprégnés. Quand Hope est arrivée, c'est un bébé qu'on a reçu à environ 1 mois et demi. Était rentrée en ville avec sa famille, finalement, là, son frère, sa mère, puis elle était rentrée dans la ville d'Amos, puis se sont retrouvés séparés comme ça. Malheureusement, ça a fait 2 orphelins. On a reçu au refuge ici les 2. Hope, elle, a bien mangé. On la voyait jamais, c'était un fantôme. On a suivi sa croissance à travers une caméra de chasse qu'on avait installée près de la mangeoire. On a ensuite voulu vraiment pousser la chose au maximum puis la remettre en liberté avec le collier pour pouvoir voir si c'était un succès ou non. Comme c'est la première fois qu'on le faisait, on a fait la demande auprès du MFP, le ministère de la Forêt Faune Parc, pour qui collabore avec nous, qui viennent installer un collier pour avoir des données de géolocalisation, pour voir si ses déplacements étaient normaux, pour voir si son comportement était adéquat aussi, pour pas qu'elle se rapproche des habitations, pas qu'elle se rapproche des routes, ça aurait pu être dangereux. Fait que c'était vraiment pour surveiller ses déplacements puis pour voir comment ça se passait post-libération qu'on a voulu mettre ce collier-là avec le ministère. Les données que vous avez reçues, c'est juste vous qui les aviez? Ben nous puis le ministère. Okay. Donc, on a quand même tenu au courant la communauté qui nous suit sur les médias sociaux. On a donné des nouvelles, mais sans jamais donner le lieu exact pour la protéger. Aujourd'hui, est-ce que vous referiez quelque chose comme ça? Et si oui, est-ce que vous feriez différemment? Est-ce que vous changeriez des choses? C'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait refaire, au sens où on aimerait ça répéter l'expérience pour voir si tous les orignaux vont aussi bien que Hope, parce qu'on a eu une espèce de cas exceptionnel de femelle orignale qui était dans une forme monumentale, puis pour elle, tout s'est super bien passé, sa croissance a bien été. 2 ans plus tard, on a eu des nouvelles d'elle, des gens l'ont aperçue de visu, mais sur caméra de chasse aussi. Si jamais il y a des bébés qui arrivent ici tardivement, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait réessayer. Et est-ce que ça serait envisageable de le faire avec d'autres animaux? Oui, bien, on a différents projets. En fait, on a un projet avec le raton laveur. La réhabilitation du raton laveur, c'est un peu mitigé. Il y a des experts qui pensent que ça sert à rien puis que les ratons qu'on libère sont voués finalement à décéder dans les premières années. Il y a d'autres qui pensent qu'au contraire, c'est des animaux qui sont très débrouillards puis qui vont quand même faire leur petite vie en nature. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qu'on aimerait essayer. Et d'ailleurs, Hope, est-ce qu'elle a encore son collier? C'était un collier qui était fait, en fait, pour tomber, parce que c'était une petite femelle qui n'était pas encore à pleine maturité, donc sa croissance n'était pas complètement terminée. Donc, il fallait vraiment que le collier finisse par se détacher pour ne pas la blesser. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de géolocaliser plein de choses, et notamment les animaux. Mais souvent, ces données-là, elles sont utilisées à des fins scientifiques, même si elles sont parfois rendues publiques et que les gens peuvent en profiter et apprendre plein de choses. Mais par contre, des fois, on se rend compte qu'il y a des utilisations qui sont un peu détournées. Par exemple, il y a eu un cas de chasseurs qui repéraient les troupeaux de caribous grâce à cette géolocalisation-là et qui du coup allaient les chasser. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ce genre de données l'accès devrait être réduit? Est-ce qu'il devrait être interdit? C'est difficile de prendre position parce qu'effectivement, les recherches scientifiques, c'est essentiel. Je pense que ça demeure du domaine public. Les gens devraient savoir puis devraient pouvoir s'informer puis aller chercher de l'information. C'est sûr que quand ça implique d'autres espèces comme ça, puis leur position, tristement, c'est un peu pour ça que nous, on n'a pas rendu public la position exacte de Hope, justement parce qu'on se disait, oui, il y a les chasseurs, mais il y a tous les utilisateurs de la forêt là, qui peuvent aller quand même déranger sans nécessairement passer par la censure. Peut-être qu'il y a des règlements plus rigides qui pourraient être mis en place pour éviter ce type de dérive-là. Là, on parle de ça pour la géolocalisation, mais il y a des gens qui chassent avec un drone aussi. Fait que ça devient de plus en plus difficile pour l'animal proie, finalement, de réussir à sauver du prédateur qu'on est. Est-ce que vous avez des projets futurs
au refuge Pajot. On est à la veille de grands projets. Là. Ben, en tout cas, on espère, si tout va bien, on aimerait améliorer différents habitats de nos animaux. Puis, d'un point de vue numérique aussi, on aimerait ajouter un volet plus immersif numérique à la visite du refuge pour que les gens comprennent encore mieux c'est quoi la mission du refuge, parce qu'il y a encore quand même une partie de la population qui vient visiter le refuge comme si c'était un zoo, puis qui vient voir les animaux pour voir les animaux. Mais on aimerait que ce soit vraiment compris par tout le monde qui passe ici. T'sais, on n'a pas la chance, malheureusement, d'avoir des interactions un à un avec chacun des visiteurs qui passent. Il y en a beaucoup qui prennent la visite libre, puis qui font leur petit tour, puis qui s'en vont. Mais on aimerait ça qu'ils soient tous obligés de passer quelque part, qui leur explique c'est quoi le refuge, puis c'est quoi la différence finalement entre ce qu'on fait ici et ce qu'on va retrouver dans un zoo. Oui, on veut passer les messages, passer l'information, mais on veut aussi qu'un enfant ou qu'une jeune famille qui n'a pas envie de lire puisse s'y retrouver puis avoir une idée de ce qui se vivait à l'époque. Mon nom est Ambroise Lick, je suis le directeur des parcs nationaux d'Opémican et de Guémet. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse en particulier au parc Opémican. Est-ce que tu peux nous présenter le parc? Où est-ce qu'il se situe déjà? Depuis quand ça existe? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, le parc national d'Opémican, c'est le petit dernier des parcs nationaux au Québec. C'est un parc qui a été inauguré en 2019. C'est un parc qui est situé à peu près 1h30, 2 heures de Rouyn-Noranda. On est entre le lac Kippawa et le lac Témiscamingue, donc vraiment un beau petit bijou là, qu'on a au niveau du Témiscamingue. J'ai lu dans mes petites recherches que le parc Opémican, il y avait une dualité en fait entre le parc national et puis un lieu quand même historique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire du lieu? Oui, bien effectivement, c'est que ça c'est relativement peu commun au niveau des parcs nationaux. Souvent, on va aller mettre un parc national en place pour ses intérêts biologiques. Le parc national d'Opémican a une vocation double. Oui, il y a des éléments associés à la biologie qui sont exceptionnels, mais on a un volet justement historique-culturel qui est majeur. Et justement, dans notre secteur principal, la pointe Opémican, c'était un site historique utilisé depuis des millénaires par les Premières Nations, ça a été des Anishinaabe, mais aussi dans les dernières années, disons fin 1800. Okay. Le plus vieux bâtiment date de 1883, l'auberge Audouin. On a une forte occupation pour justement toutes les activités de drave. Donc, le lac Témiscamingue, c'était un lieu très important pour la drave, qui était justement la connexion avec plein de bois qui étaient bûchés à gauche, à droite, et qui se retrouvaient à être flottés dans le lac Témiscamingue. Et bien, pour ça, il y avait toute une flotte de bateaux qui prenaient les billots de bois du nord du lac et qui les amenaient au sud du lac à l'usine. Donc, ces gros bateaux-là étaient en majorité réparés à la pointe Opémican. Et aussi les estacades, donc ce qui permettait d'aller faire des grands paquets de rondins, en fait, étaient aussi réparés là. Donc, la pointe Opémican, c'était vraiment un petit chantier naval où on avait énormément d'activités plus à connotation à la limite industrielle. On avait une forge, une grosse menuiserie où ils faisaient des chaloupes et tout ça. Vous avez choisi d'utiliser la technologie pour mettre en valeur ce patrimoine. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles sont les installations numériques que vous avez faites? Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Une des vocations des parcs nationaux, c'est l'éducation. Et la conservation et l'éducation. Donc, à ce niveau-là, nous, ce qu'on voulait, c'était justement offrir une belle vitrine éducative aux gens, mais le faire aussi dans un cadre un peu plus ludique. On voulait que les gens soient en immersion un peu dans le milieu et pas simplement une interprétation classique. Donc, on voulait sortir un petit peu du moule habituel. Oui, on veut passer les messages, passer l'information, mais on veut aussi qu'un enfant ou qu'une jeune famille qui n'a pas envie de lire puisse s'y retrouver puis avoir une idée de ce qui se vivait à l'époque. L'exemple de la forge en est un bon. C'est un bâtiment qui a été terminé d'être restauré l'année dernière. En entrant dans la forge, on a reproduit un peu l'esprit du milieu.
Et c'est la commande qui avait été donnée justement à nos consultants qui ont été engagés. Et le mandat était clair, on voulait que ça soit différent de ce qui se fait habituellement et vraiment plus dans l'expérientiel. On entre dans la forge et le bâtiment est tel quel, donc on a encore le gros tour en métal, on a encore plusieurs éléments et on a la projection. Donc quand les gens entrent dans le bâtiment, il y a un détecteur de mouvement. Tout de suite, on entend les bruits de forge, les crépitements du feu et tout ça. Et quand les gens s'approchent, on voit il y a une projection numérique sur un mur de briques qui était là, en fait, l'ancien mur où il y avait la forge. Et il y a une projection où on voit justement la forge. Ça fait vraiment une expérience qui est intéressante, là. C'est une présentation qui n'est pas très très longue, qui dure quelques minutes, là. Oui, il y a l'auberge, il y a la forge, mais il y a aussi la chalouperie menuiserie où on a des éléments qui s'en viennent. On a le hangar à estacade, on a une scierie, il y a un rallye pour les enfants. Il y a plein de choses qui viennent joindre, mais au niveau de l'expérience interprétative, mais les éléments plus technologiques se retrouvent dans les bâtiments, comme je disais, là, la forge et l'auberge. Est-ce que ces installations ont du succès justement envers vos visiteurs? Et puis est-ce que tu penses que ça apporte un public différent de juste ceux qui seraient venus dans un parc national, sachant qu'il y a ce genre d'installation? À plusieurs niveaux, je pense que c'est une bonification au niveau de la visite. Les gens, des fois, qui vont aller chercher plus le plein air dans les parcs nationaux, ben là, arrivent puis découvrent cette facette-là. Ça amène aussi les personnes à découvrir cette facette-là et à vouloir en savoir un peu plus. Parce qu'on a fait bien attention dans le développement de notre interprétation de ne pas être en compétition avec les autres sites historiques qu'il y a au Témiscamingue. L'autre facette aussi, c'est toute la facette avec les Premières Nations. Et on met beaucoup d'emphase à tisser des partenariats avec les communautés, notamment Québec et de Wolf Lake. Et c'est quelque chose justement qu'on veut beaucoup mettre de l'emphase, mais de ne pas le faire à leur place, mais qu'eux viennent le faire à leur image et qu'on puisse vraiment développer des belles initiatives conjointes. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'authenticité d'un lieu comme ça, mais quand même ajouter une touche technologique? T'sais, on ne voulait pas dénaturer le lieu. C'est pour ça non, surtout pas. D'arriver avec des trucs par rapport là, qui feraient que, comme par exemple, ce que je vous parlais des lumières au plafond, ça ne vient pas dénaturer du tout, ça s'intègre. Puis ça, c'était très, très important. La réflexion qu'il y a eu quand on a démarré le parc, parce que le parc, nécessairement, il y avait la pointe historique. Mais la pointe historique, on avait ces bâtiments historiques avec ses contraintes de protection, c'est super. Mais de l'autre côté, nous, on avait besoin de mettre en place des infrastructures pour accueillir tous les visiteurs. On ne sent pas que les bâtiments viennent essayer de se coller. On voit comme une distinction, ce qui amène, qui maintient un peu l'authenticité de l'expérience de la pointe Opémican. Est-ce que vous avez des projets à venir au parc Opémican, que ce soit avec le numérique ou pas du tout? Bien, on a, comme je disais, l'auberge, les aspects numériques qui vont être développés, puis aussi avec le Martinet Ramoneur. Pour l'instant, c'est pas mal ça qu'on a. Il nous en reste encore pour 2 ans. Mais je ferais peut-être une petite parenthèse vers Aiguebelle. Là, justement, on a des projets qui sont en développement avec la MRC Abitibi-Ouest, notamment pour le secteur de Tachereau, où on a là, justement le développement d'un concept peut-être qui va intégrer des technologies. C'est très, très embryonnaire. Oui, je pense que l'aspect d'un parc national avec son authenticité associée à sa nature ou même sa culture, on veut le maintenir. Mais il y a moyen d'aller intégrer des technologies qui bonifient souvent l'expérience éducative. Tu sais, par exemple, l'utilisation des téléphones. Donc, on est en train justement de développer, on a déjà eu de développer aussi comme par parcours, qui là va évoluer vers d'autres types d'applications, là, notamment pour les jeunes. On veut que les jeunes aient un contact avec la nature, mais si on fait complètement abstraction des technologies, ben des fois on se prive. Souvent, les choses qu'on met de l'avant, nous, quand on est plus dans un contexte nature, c'est qu'on va aller amener les jeunes avec leur technologie en forêt.